Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique, bonjour. Bonjour Pierre-Yves, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Alors, dans la lignée de ce que nous avons fait précédemment avec les époux de l'Épine ou avec Louis Fouché, nous continuons cette série sur Nous ne vous oublierons pas, parce que nous maintenons disons, le questionnement sur la grande expérience de psychologie collective que nous avons vécue dans ce qu'on appelle le Covid et nous en suivons les développements parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ça se développe toujours, hein. Vous avez eu, il y a très peu de temps, le rétropédalage des autorités américaines sur l'ivermectine qui a été spectaculaire. Vous avez eu les aveux maintenant, la reconnaissance en tout cas, de problèmes d'effets secondaires par l'entreprise qui lançait le AstraZeneca. Donc, tout le monde, disons que, c'est assez typique d'ailleurs de la situation française. C'est-à-dire que comme nous sommes totalement en apesanteur de souveraineté, rien ne bouge ici, mais tout bouge ailleurs et la France aura du mal à reconnaître le monde où elle sera réintégrée un jour ou l'autre. Donc pour Si vous voulez, parmi les grands témoins de cette affaire, bah, il y a vous, cher Jean-Dominique, vu que vous êtes une des personnalités qui a éclos lors de cette crise, en tout cas qui a éclos médiatiquement. Donc, vous aviez, déjà une solide réputation dans le domaine de l'étude du sport à partir de votre spécialité, de votre œil particulier, vu que vous parlez depuis l'anthropologie et heu disons que vous maintenez le bilan de ces travaux, vous avez sorti récemment un nouveau bilan à travers les éditions Résurgence, qui avait déjà fait votre premier ouvrage sur la question. Donc, pour vous, quels sont les développements les plus importants que nous ayons eus récemment sur l'affaire Covid, vu qu'il faut à tout prix lutter contre l'oubli volontaire des populations, ce qui est tout à fait normal de populations qui ont été malmenées, donc traumatisées, dont le premier vœu est de l'effacer et donc pour vous, qu'est-ce qui est important de voir pour justement lutter contre l'oubli? Merci de cette excellente question. Elle nous plonge d'emblée dans l'intention qui a été la mienne en rédigeant ce deuxième ouvrage. On le voit derrière vous et derrière moi, il y a énormément de livres qui sont publiés. Et donc, c'est vrai qu'avant d'écrire et de publier un livre, je me pose toujours la question de en quoi est-ce qu'il y a un propos qui mérite d'être tenu, qui n'est pas déjà couvert. Et en fait, mon premier livre, Autopsie d'un désastre, était vraiment le bilan exhaustif de la crise sanitaire, et notamment avec ce constat qu'on fait lorsqu'on connaît le domaine de la santé publique, qui est, pour schématiser, mais c'est vraiment systématique, que toutes les réponses qu'on savait devoir appliquer ont été mises en échec, et qu'on a imposé des mesures dont on savait qu'elles étaient inutiles, dommageables et à éviter. Et là encore, je documente toujours très rigoureusement mes ouvrages. Il y a plus de 1000 citations dans chacun d'entre eux, et pas pour accumuler des citations pour faire joli, juste parce que je tiens à ce que tout ce que j'affirme puisse être vérifié et contrôlé par le lecteur, et qu'il ne se repose pas sur mon expertise ou la confiance que je lui inspire. Et donc même dans le plan OMS de 2019, il figure très explicitement, en cas d'épidémie respiratoire virale, les confinements sont à éviter, les fermetures d'écoles, de commerces et de restaurants sont à éviter, la fermeture des frontières est à éviter, le masque est à éviter. Enfin, on a une description de l'état des connaissances en la matière et des bonnes pratiques qui donc sont tenues comme étant valides jusqu'en mars 2020. Et là, en l'espace d'une semaine, on renverse tout ça et on sort des mesures complètement moyenâgeuses et dont on sait qu'elles sont nocives en disant c'est ça qu'il faut faire, et avec une cohorte de médecins de plateau qui viennent la bouche en cœur expliquer que oui, oui, il faut croire en la science et que la science, c'est les conneries qu'on est en train de nous raconter. Excusez mon français. Donc évidemment que pour un expert en santé publique, c'est quand même un peu frappant. C'est pour utiliser une métaphore comme si on vous disait demain que pour réduire le risque d'infarctus, il faut faire des saignées et des purges aux gens chaque jour, parce qu'au fond, on a découvert que c'est ça qui marchait, et que la profession médicale dans son ensemble se mettait à coasser. Oui, il faut revenir aux purges et aux saignées. Enfin, c'est juste
invraisemblable comme situation. Alors, ça, c'était le bilan, si vous voulez. J'ai essayé de mettre dans Autopsie tout ce qu'il y a à connaître sur toutes les différentes facettes. Et puis après, une fois qu'on a compris ça, la question suivante, elle coule un peu de source, c'est, mais bon sang, qu'est-ce qui a orchestré le fait qu'on substitue à de la bonne science des mesures totalement délirantes, et dans quel état d'esprit, quels ont été les mobiles des personnes qui ont imposé, des personnes et des institutions, des groupes qui ont imposé cela à l'échelle mondiale. Et donc je suis parti de trois hypothèses dans la fabrication du désastre. La première, elle n'est pas à négliger, c'est l'hypothèse de l'imbécilité régnante. C'est qu'on est aujourd'hui dans un système de médiocratie, voilà, presque illimité. Alors, Albert Jacquard nous avait prévenu, j'aime bien le citer, dans le courant des années 90, en disant attention, étant donné qu'on favorise l'accession au pouvoir de gens conformes, nous sommes en train de créer une société dangereuse. Si à un moment donné, il y a un délire collectif qui s'instaure, vous n'aurez plus les personnes courageuses et compétentes capables de dire attendez, là, ce qu'on est en train de faire n'a aucun sens. Et donc, c'est quand même une hypothèse à prendre en considération. Elle est sans aucun doute impliquée. Est-ce qu'elle est suffisante à tout expliquer? Mon impression est que non, parce que le propre de la bêtise, c'est qu'elle se trompe dans des directions multidimensionnelles, pas toujours dans la même direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas prédéterminé. L'erreur n'est pas prédéterminée. Or, dans cette situation, on voit au contraire qu'il y a une direction de l'erreur qui est systématique. Deuxième hypothèse, c'est une opération criminelle de grande envergure aux fins de racketter les populations à travers les États. J'ai dit très tôt qu'il y avait entre 100 et 200 milliards de dollars à faire sur ce coup-là, dans un modèle de casse pour lequel on sait que l'industrie pharmaceutique est très douée, elle le fait régulièrement. Donc elle met sur le marché ou elle empêche des traitements qui pourraient être salvateurs et bon marché pour réserver une niche économique à des traitements qui sont hors de prix et souvent inefficaces et dangereux. Et puis le temps que tout cela soit mis à jour, que d'éventuelles condamnations tombent, eh bien ma foi, on est passé à autre chose. Donc ça, c'est un second motif dont c'est évident qu'il est présent dans l'affaire. De nouveau, est-il suffisant? À mon avis, pas. Et la troisième hypothèse que je teste, c'est celle qui découle des dires de certaines des personnes qui ont été à la manœuvre et qui finalement, le plus benoîtement, le plus candidement du monde, ont dit bah, c'était très pratique parce que ça nous a permis d'avancer vers la société de surveillance totale et totalitaire dont on rêve pour la planète sous l'égide d'un gouvernement mondial. Et donc, c'était une bonne opportunité. À cela près que, puisqu'on sait maintenant que le virus et l'injection génique ont été développés depuis des années et des années par des laboratoires militaires aux États-Unis, ça c'est établi aujourd'hui, on a toutes les preuves de cela, on se dit qu'effectivement cette crise soi-disant sanitaire est tombée un peu opportunément. Et donc la troisième hypothèse, c'est que c'est une opération délibérée allant dans le sens d'un coup d'État planétaire. Et là encore, dont ceux qui l'ont à l'esprit ne se cachent pas. Et ça, c'est le motif fascinant de cette crise, c'est que quand vous soulignez simplement ce que disent ceux qui sont aux commandes, en disant, mais attendez, vous avez entendu? Je sais pas, David Rockefeller ou Klaus Schwab qui disent finalement les populations sont trop stupides pour prendre en charge leur propre destin. Il faut une élite de financiers, chefs d'entreprise et dirigeants qui décident à leur place dans le cadre d'un gouvernement mondial. Donc ça, ils le disent ouvertement. Je mets toutes les citations dans mon livre. Mais quand tout d'un coup vous attirez l'attention sur le fait que attendez, c'est ça qui donne l'impression d'être leur projet. On vous traite d'être complotiste, on vous traite comme un dissident, et finalement, on empêche que cette conscience ou cette lucidité soit communiquée envers la population. Reprenons parce que c'est tout à fait normal qu'après avoir établi, pourquoi peut-on dire intellectuellement que c'est établi? Parce que la communication officielle vient de plus en plus au secours elle-même de ce qu'elle empêchait de dire il y a encore quelque temps. D'ailleurs, certaines entreprises l'ont fait elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont reconnu que les produits d'ailleurs, elles ont beau jeu de le faire, elles ont signé des décharges juridiques dès le début. Donc, de Mm. toutes les manières, elles peuvent reconnaître tout ce qu'elles veulent. C'est les États par les caisses qui paieront. Donc, de toutes les façons, heu, le mais elles le reconnaissent néanmoins. On n'avait Oui, pas le droit de le dire.
Mm. Or, aujourd'hui, euh, et ça se voit quand même par ce qui est la maison mère de toutes les agences de santé, qui est l'agence de santé américaine. Mm. Hein, les Occidentaux sont fiers de vivre dans un monde américano-centré, donc ils doivent en tenir les conséquences. Cette agence, qui, je le rappelle, a tenu l'ivermectine, qui est à la base un produit vétérinaire, pour un poison, l'a remis dans le circuit, l'air de dire, ça y est, on remet les grades à Dreyfus, une bise de chaque côté, on oublie tout et on s'embrasse et on oublie. Et le problème, c'est que non, 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 non. Non, 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 non. Le prochain tour, c'est le tour de l'hydroxychloroquine, qui est nécessairement, Mm. qui est quand même un médicament qui a été, qui, rien qu'en France, a subi plusieurs millions de prescriptions jusqu'à ce qu'on décrète que c'était un poison, tout simplement parce qu'il traite les lupus et les polyarthrites rhumatoïdes. Donc, et surtout, qu'on fait prendre des dérivés de quinine à la totalité de l'armée française en OPEX tous les jours. Et ils l'ont fait quand même. Monsieur Véran l'a fait. Madame Buzyn l'a fait. Bon. Donc, tous ces gens-là sont allés se planquer, à l'OMS, dans une clinique dans une clinique de chirurgie esthétique, ce qui est pratique pour un neurologue. Mais pourquoi on n'en est plus là? On en est malheureusement, au-delà du réel, l'aventure continue. Et si on voit la première hypothèse, il y a de toute évidence une idiocratie occidentale. Mais là où vous pointez quelque chose, et je dis bien occidental, parce que ça, le professeur Raoult l'avait souligné, une Mm. erreur qu'on fait dans le service de la Combe à la Salpêtrière, on la fait pas à l'hôpital de Dakar. Mm. Parce que toute l'Afrique a hurlé de rire quand on leur a dit que la quinine était mortelle. Je rappelle que tous les pays qui sont soumis au palu, eux en prennent. Donc, ce qui fait quand même des millions de gens. C'est, on a inventé, je parle sous votre contrôle, des taux de mortalité Mm. de 20 à 30%, enfin des trucs à faire dans toutes les villes africaines des montagnes de cadavres dans les rues. Donc, oui, il y a une idiocratie, mais vous le soulignez très bien. Une horloge cassée donne l'heure 2 fois par jour. La bêtise est soumise aux lois de la statistique comme tout le reste. Mm. 100% d'erreur, c'est pas possible. Enfin, si vous voulez, c'est très difficile. Mm. Si vous voulez, prenez un exemple simple. Nous, on a des intellectuels statisticiens extraordinaires en France. On a Alain Minc, on a Jacques Attali, on a Bernard-Henri Lévy, on a tous ces gens-là qui défient les lois de la statistique vu qu'ils ont presque tort à 100%. Eh ben, le Covid a fait que Bernard-Henri Lévy a enfin écrit un bon livre. Donc, le virus qui rend fou. Bon, je pense que c'est l'une des pistes qui écarte la bêtise collective. C'est, vous le dites très bien, pas toujours dans le même sens. Mm. L'horloge cassée donne l'heure. Donc, alors après, est-ce que pour vous, l'idiocratie, à la fois des élites, mais soyons honnêtes, aussi des populations? Parce qu'on a abruti, ne serait-ce que par la peur. En tant qu'anthropologue, je parle sous votre contrôle. La peur induit un certain nombre de phénomènes Mm. de coagulation, de grégarisation et d'enfermement dans le cercle de confiance ou de contrôle. C'est-à-dire que la parole extérieure devient un danger. Est-ce que la, la vie dans la peur, parce que finalement, si on voit l'histoire depuis la fin de la guerre froide, et la guerre froide elle-même, les populations occidentales sont conditionnées par la peur depuis 70 ans à peu près. Les communistes, les barbus, les Chinois, les virus. Euh, bon, est-ce que le scénario de l'idiocratie n'est pas
le scénario matelas sur lequel ce qui est arrivé, euh, il n'y aurait pas pu avoir ça sans l'idiocratie, pour vous. Oui, oui, c'est sûr. Mais comme vous dites, c'est une explication qui fait partie de l'équation, mais qui est très insuffisante à tout expliquer. Et en fait, ce que je creuse de particulier dans le livre qui est en train de sortir, La fabrication du désastre, c'est en fait, et là encore, toutes les preuves existent, hein, mon seul mérite a été de les chercher, de les rassembler et de les faire vivre dans un récit compréhensible, mais cela fait 20 ans que cette opération était préparée. Dans les deux composantes que nous avons évoquées, la substitution de mesures inutiles et dangereuses, mais délibérées, systématiques, donc intentionnelles, à la vraie science et les bonnes connaissances, et puis le verrouillage de l'information pour que tout discours contradictoire soit tenu derrière un cordon sanitaire qui protège l'essentiel de la population. Le rapport de force au sein de la population a été explicité grâce à la démocratie semi-directe qui existe en Suisse, puisqu'il y a eu 3 votations populaires autour des lois Covid, et qui, je le rappelle, ont été beaucoup moins sévères qu'en France. Par exemple, il n'y a jamais eu de confinement. Le gouvernement a prié les Suisses de rester le plus possible à domicile. Et comme les Suisses sont un peuple docile, il n'y a pas eu besoin d'envoyer la maréchaussée avec la menace d'une amende de 135 euros. Les Suisses se sont beaucoup moins promenés, ont limité leurs déplacements, mais donc on n'a pas eu un système extrêmement autoritaire et coercitif comme en France. Mais toujours est-il que dans les 3 votations qui ont eu lieu à 6 mois d'intervalle, 40% de la population a refusé les lois Covid. Donc c'est opposé clairement. Et ça n'est pas exprimé un doute, c'est rejeté. Et avec en plus un subterfuge très toxique du gouvernement qui était qu'il avait lié les aides économiques au secteur sinistré à l'acceptation des lois de contrainte, ce qui était évidemment totalement déloyal par rapport à la libre détermination de la population. Mais on voit quand même que 40% des gens étaient opposés à ce qui a été infligé. Et 40%, alors c'est pas une majorité, mais ça n'est pas une faible minorité non plus. Et donc, l'autre élément que je mets en lumière dans le livre et qui, quelque part, me permet de répondre à votre première question que j'avais un peu oubliée en cours de route, qu'est-ce qu'il y a de frappant actuellement comme information qui sort? Eh bien, je dirais que, de mon point de vue, il est important de ne pas nous laisser leurrer par les petites victoires qu'on semble obtenir autour de la réhabilitation de l'ivermectine, qui n'est pas vraiment une réhabilitation. C'est la FDA qui reconnaît qu'elle n'aurait pas dû parler sur un médicament parce qu'elle sort de son rôle en faisant ça. C'est de la responsabilité des médecins. Ou ce qu'on a vu apparaître, par exemple, sur la démonstration aujourd'hui acquise du fait que le SARS-CoV-2 a été créé en laboratoire. Bon, petite victoire. Mais ce qui est intéressant comme motif, c'est qu'elle ne débouche sur rien. Ni dans le fait de dire, écoutez, il y a des acteurs qui l'avaient déjà dit, donc peut-être que ça vaut la peine d'écouter ce qu'ils ont à dire d'autres. Vous voyez, il n'y a pas de crédit de tous ceux qui ont alerté en temps réel sur ces réalités, mais surtout, il n'y a aucune conséquence sur la manœuvre dans son ensemble. Et donc, le vrai motif, c'est la manière dont il y a eu, alors j'ai parlé de la militarisation de la santé publique. Comment est-ce qu'on substitue à la bonne médecine, à la vraie science et à l'épidémiologie des réponses autoritaires, dictatoriales, absurdes? C'est qu'il y a eu une militarisation de la santé publique qui est préparée depuis 20 ans par les officines militaires américaines, mais il y a également eu en parallèle une militarisation de l'information. Et en fait, ce rideau de fer de la censure et des accusations de complotisme et des destructions de réputation qui est tombé du jour au lendemain au mois de mars, j'ai quand même souvenir que début mars, on insistait encore dans les universités sur l'importance de l'esprit critique et du débat d'idées. Et tout d'un coup, il y a eu une stérilisation de tout ça, mais de nouveau par un plan qui avait été préparé au cours des 20 dernières années. Et dans toutes ces répétitions qu'il y a eu pratiquement d'année en année au cours des 10 dernières années, on faisait croire qu'un nouveau virus arrivait, qu'il fallait appliquer des mesures autoritaires de confinement et de fermeture qu'on savait déjà être fausses, mais surtout qu'il allait y avoir des discours mettant en péril l'adhésion de la population à ces mesures, et donc il fallait mettre en œuvre tout un ensemble de pare-feux. Et donc il y a eu littéralement un complexe militaro-industriel de la censure qui s'est mis sur pied avec des moyens phénoménaux,
phénoménaux Mmh. et qui ont conduit à ce que tout de suite l'entier des médias soit captif de la narration officielle et que même les réseaux sociaux, on l'a vu à travers notamment les Twitter Files et la plainte qui est actuellement traitée devant la Cour suprême aux États-Unis par des épidémiologistes et des procureurs de certains États contre la Maison-Blanche. Parce qu'on a vu que la Maison-Blanche a parachuté des agents du FBI et de la CIA dans les réseaux sociaux pour qu'ils censurent impitoyablement tous les discours scientifiques, même véridiques, qui allaient à l'encontre de la doxa. Et donc il y a eu cette stérilisation entière. Et c'est là où je dirais que, de mon point de vue, cette mauvaise nouvelle, parce que c'en est une, continue à se laisser observer. Alors, pour vous donner peut-être juste un exemple, pour être vraiment très concret, dans cette machine de guerre, il y a évidemment Wikipédia, qui est aux mains de la CIA, il y a évidemment Google. Donc les gens qui croient qu'en allant taper un mot-clé dans Google, le moteur de recherche vous fait accéder aux résultats les plus pertinents, il est urgent de réviser votre vision du monde. Actuellement, Google sélectionne les choix pour que vous n'accédiez pas à de l'information qui soit disruptive par rapport à la dérive totalitaire. Et donc, moi, je l'ai vu quand, par exemple, l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden est sortie. Donc, je recontextualise. Hein, le FBI met la main sur un ordinateur portable appartenant au fils du candidat démocrate Joe Biden, qui est truffé de documents montrant son implication dans des opérations avec le crime organisé à travers le monde, y compris en Ukraine, de la consommation de produits stupéfiants et de la prostitution, y compris avec des mineurs. Et étant donné le péril sur l'élection, les médias adoptent une censure totale de cette information et exigent, enfin l'État profond exige des réseaux sociaux qu'ils bloquent toute circulation des contenus en question en faisant croire que c'est une intox venant des Russes. Il y a même 50 agents de la CIA qui signent une lettre disant nous savons que c'est une intoxication des Russes. Avant l'élection, Oui, oui, Biden tout à est fait, je me élu, rappelle de ça. hein, Biden est élu, et puis dans l'après-coup, non, on découvre que l'information était authentique et que si la population américaine en avait été informée, il y a pas mal de gens qui auraient voté différemment. Donc il y a eu une conspiration de l'État, des structures, de la technostructure de l'État et de l'État profond pour priver la population de l'information qui aurait changé son opinion. Et donc tout ça a été révélé. Le fait que les 50 agents de la CIA ont écrit un faux, c'est attesté. Maintenant, je vous propose cette expérience. Allez sur Google et tapez laptop Hunter Biden. Vous ne verrez sortir que des résultats qui contredisent ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à ça. Et avec des articles qui diront on n'est pas tout à fait sûr, les Russes étaient probablement quand même dans le coup, c'était bien que la population ne soit pas prise là-dedans juste avant l'élection. Donc en fait, vous avez une arme de guerre de propagande à travers une industrie de la censure et de la propagande en Occident qui aujourd'hui verrouille tout. C'est-à-dire que quelques informations peuvent sortir sur la corruption d'un tel, sur une mauvaise science à tel endroit, sur tel ou tel retour en arrière, mais ça n'a aucune conséquence parce que le système entier est verrouillé. Et voilà, ça je dirais que c'est la grande, c'est vraiment ce que je mets en avant à travers ce livre, à travers tous les éléments factuels auxquels les gens peuvent se référer, mais c'est qu'actuellement, nous sommes complètement captifs Mmh. de quelque chose qui, allez, j'ose le terme, émascule la population dans sa capacité à se rendre compte du réel et de réagir en conséquence. On avait déjà privé nos populations du droit à l'autodétermination. Le référendum sur le traité européen de 2005 en était un bon exemple. Les peuples actuellement dans nos pays ne décident plus de leur destin, mais là c'est encore une étape de plus, c'est qu'ils ne peuvent pas accéder à une information qui mettrait en péril les manipulations en cours. On va revenir sur ce problème global. On passe rapidement sur le second facteur qui est tout simplement la rapine. Parce que ça, vous l'avez très bien dit, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Si vous voulez, il y a une industrie, enfin, il y a une industrie au sein de l'industrie pharmaceutique qui est, disons, une industrie qui relève du crime en bande organisée, qu'on l'accepte, qu'on le refuse. Pour preuve, il s'adapte, comme le crime organisé, aux structures qui sont censées lui résister.
On va prendre l'exemple français parce que c'est l'un des plus faciles à racketter. Comme c'est un système mutualiste, il suffit de produire le plus de médicaments qui n'ont pas de portée thérapeutique réelle, innovante ou améliorante. Donc pour ceux qui connaissent le jargon, ce sont des médicaments qui sont notés entre 3 et 5 sur 5, et de les faire rembourser. Et donc, s'ils sont remboursés, ils continueront d'être prescrits, et c'est comme ça qu'on fait vivre des canards boiteux. Il suffit ensuite de faire sanctionner les médecins, ce qui a été le cas du professeur Even, qui avait eu qui a eu la bonté pour le public de lister tous ces médicaments qui n'auraient plus dû être remboursés et qui le sont toujours, qui sont quand même 40% du cheptel. Donc, système mutualiste, système simple à racketter. Toute petite opération par rapport à la masse de l'industrie pharmaceutique. Mais s'ils ont fait ça, ils peuvent faire plus. Ils peuvent faire beaucoup plus. Ils l'ont fait dans des scandales retentissants. On se rappelle du Vioxx, on se rappelle de beaucoup d'autres choses du même type. Donc, surtout que l'industrie occidentale, et là, c'est là-dessus que je voudrais vous emmener, parce qu'on va rebondir sur votre point 3, c'est qu'il y a quand même des tropismes strictement occidentaux. Si on voit comment l'Asie a réagi à la crise, elle a réagi de manière normale. Le pays le plus vieux du monde, le Japon, qui théoriquement aurait dû être à genoux, vu sa masse de personnes âgées, ne l'a pas fait. La Corée du Sud a réagi par un plan qui est très très proche du plan dit d'Oust-Blazy, mais qu'on devrait appeler le plan Perron de 2004. On est resté chez les gens normaux. Mais justement, c'est le lien entre votre deuxième tendance, qui est la tendance de rapine, et la tendance d'une planification idéologique. Est-ce que, est-ce que fondamentalement, il n'y a pas, c'est une hypothèse, hein, je n'avance rien, est-ce qu'il n'y a pas une tentative, parce qu'en même temps, vous avez dans les circuits économiques la théorie du mondialization between friends de Madame Yellen, c'est-à-dire nous avons échoué, le monde émergent nous résiste, replions-nous sur nous. Est-ce qu'il n'y a pas eu, dans le cadre du Covid, vu que rien n'a été aussi mal géré qu'en Occident, en plus de la bulle informationnelle occidentale, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, non pas une volonté de faire un gouvernement mondial comme certains en ont rêvé depuis les années 90, mais est-ce que c'est pas la fin du rêve et de se dire, voilà, l'Occident est aujourd'hui, on a perdu, on a perdu, les autres ne marchent plus au pas et ils y marchent même de moins en moins. Donc, est-ce qu'on n'a pas profité de la crise Covid juste pour euh, pour faire une sorte de nouveau mur de l'Ouest et que tout ça, toute cette folie collective finalement ne prend que un humain sur 7. Mm. Est-ce que finalement, au lieu du grand gouvernement mondial, on n'a pas le petit ordre occidental rabougri, replié? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, Ça serait mon espoir. Parce qu'effectivement, on a vu cette discrépance entre un Occident qui est devenu mais juste complètement frappadingue pour parler français, et puis comme vous l'avez très judicieusement relevé, des cultures avec encore une irrigation dans les traditions qui ont vocation pour garder l'acquis de toute civilisation, de rester vivante, même dans des formes contemporaines, alors que chez nous, cela a complètement disparu et donc on a vu effectivement cette grande différence dans la réponse. Euh, Cela dit, sur le fond, c'est compliqué parce que au fond, on a deux hypothèses en présence et je serais totalement incapable de sélectionner entre les deux. Déjà parce que c'est pas mon cœur de métier et puis parce que je crois qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de réponse. Et au fond, la question c'est est-ce que des pays en apparence résistants comme l'Inde, la Chine et la Russie sont réellement émancipés et à l'écart
du plan porté par les élites occidentales, auquel cas c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire simplement que l'Occident est en train de s'effondrer dans la décadence qui est la sienne, et puis le leadership va passer ailleurs, il va y avoir de nouveaux dynamismes qui vont naître, hein, parce qu'en même temps, des continents comme l'Europe ne sont pas sans ressources. Ils sont totalement dévitalisés quand ils sont pris dans le corset de la médiocratie qui a pris le pouvoir, mais il y aurait encore énormément de forces vives qui seraient susceptibles d'être réveillées, et auquel cas la défaite ou l'effondrement de l'Occident serait une bonne nouvelle, en quelque sorte. Maintenant, l'autre hypothèse, c'est que, parce que alors, ce qui est très intéressant, c'est quand on voit cette substitution de réponses dystopiques et absurdes à la bonne science, en fait, tout est venu de Chine. Et j'ai tout un chapitre du livre qui est en fait une lettre ouverte qui avait été envoyée par des spécialistes du renseignement, des avocats et des médecins au FBI pour les alerter sur le fait qu'il y avait eu une collusion énorme entre l'OMS, le Parti communiste chinois et les services de santé américains, Anthony Fauci, pour faire du copier-coller des réponses délirantes de la Chine en disant c'est ça la stratégie qu'il faut appliquer dans tous les pays occidentaux. Alors ça concerne évidemment le confinement et les fermetures, mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple, une des grandes tueries de la gestion du Covid, ça a été l'intubation systématique des patients arrivant en décompensation respiratoire dans les hôpitaux, alors que même en sciences vétérinaires, on sait qu'il faut surtout pas ventiler un poumon nécrosé, surtout pas. Et donc, il y a eu cette directive qui s'est diffusée dans tous les hôpitaux d'Occident, disant quand les gens qu'on n'a pas soignés et qui se sont décompensés parce qu'on les a pas soignés arrivent à l'hôpital, il faut les mettre en coma artificiel, les intuber, ce qui a généré une casse monstrueuse, mais ce qui surtout a été une réponse très iatrogène qui n'aurait jamais dû être adoptée. Et la directive vient de Chine. Les tests PCR viennent de Chine. Cette illusion qu'il y a des porteurs asymptomatiques qui, sans être malades, peuvent continuer de contaminer les autres, ce qui est une beuferie sans nom. N'importe quel infectiologue sérieux vous dira si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas suffisamment de charge virale pour contaminer quoi que ce soit. Donc si vous n'excrétez pas parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas contaminer qui que ce soit, et très tôt des études l'ont confirmé. Donc tous ces dogmes qui sont devenus dominants dans la réponse dystopique de l'Occident ont tous été du copier-coller de la Chine. Et donc, l'autre hypothèse, ce serait le fait de dire, mais là j'en sais rien, mais on sait que Klaus Schwab est très élogieux envers le régime chinois, que Bill Gates est comme cul et chemise avec Xi Jinping. Donc, l'autre hypothèse, Vladimir Poutine est sorti de la pépinière du Forum économique mondial. Donc, l'autre hypothèse, mais je souhaite qu'elle soit fausse, c'est qu'au fond, tout ce beau monde participe, qu'on le veuille ou non, à notre insu, à quelque chose de très coordonné. On a besoin de faire semblant, d'antagonisme, de guerre. Je veux dire, la guerre en Ukraine, c'est quand même pain béni pour l'autre grande industrie mafieuse qui est le complexe militaro-industriel. Et si Poutine n'avait pas réagi comme il l'a fait, on n'aurait pas pu dépenser, déverser sur les systèmes corrompus de l'Ukraine des centaines de milliards de dollars en envoyant des centaines de milliers de jeunes gens se faire tuer au front en pure perte, mais comme le souhaitent l'OTAN et le monde occidental. Donc je dirais que c'est effectivement les deux hypothèses en présente. Soit il y a un découplage entre les pays émergents et l'Occident, et auquel cas ça serait de mon point de vue une très bonne nouvelle, soit tout ceci reste un théâtre organisé d'une manière ou d'une autre. Et si c'est le cas, c'est évidemment plus inquiétant parce que ça veut dire qu'au fond, l'agenda finalement est le même et puis on organise des situations qui donnent le change mais qui permettent de faire avancer le projet fondamental comme la situation en Ukraine l'a révélé. Voilà, donc je suis dans l'ignorance par rapport à ça. Continuons sur ces deux hypothèses qui sont d'ailleurs pas exclusives, c'est-à-dire qu'il y a une, disons, une part d'hybridation aux frontières des deux. Vous, comment jugez-vous, à partir des catégories de l'anthropologie, la réaction des populations? Parce que finalement, il y a, il y a quand même un fait historique permanent, c'est la viabilité ou la non-viabilité des populations. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est triste, c'est comme ça. Hmm. Comment vous évaluez la réaction des populations et leur état d'esprit par rapport aux faits, par rapport à ce qui s'est passé? Et Vous parlez de surtout, l'Occident? qu'est-ce que ça implique en Occident, du moins par Oui. rapport, celle
où on a le plus de données, donc les populations occidentales, et qu'est-ce que ça peut augurer? Ce sera ma question ouverte de fin, mais qu'est-ce que ça pourrait augurer? Alors Est-ce là, qu'ils en accepteront davantage pour vous? cher ami, vous m'ouvrez un boulevard, mais en même temps, je trouve qu'il faut être intellectuellement audacieux dans une époque comme la nôtre. Mmh. Et par rapport à toutes les hypothèses en présence, en ce qui me concerne, je ne me suis jamais interdit aucune a priori. Même si Mmh. une hypothèse est très peu plausible, il est important de ne pas la laisser de côté. C'est la démarche Et scientifique. merci, absolument. Et au fond, à mon avis, ce qu'on est sur le seuil de redécouvrir en Occident, c'est que toute l'histoire dont nous sommes issus, lointaine et récente, est complètement falsifiée. Alors, par exemple, moi qui ne suis qu'à moitié français, Mmh. euh, et qui précisément dispose de cette ouverture d'esprit, je vois par exemple à quel point la représentation nationale française basée sur le mythe de la Révolution est totalement contraire aux faits historiques, hein. Mais totalement sur le plan événementiel, sur le plan conceptuel, sur le plan des représentations et des compréhensions. Quand par exemple l'immense majorité des Français sont convaincus que le passage à la République a permis de se débarrasser de la tyrannie, il faut quand même rappeler que la monarchie, même absolue, n'a rien à voir avec une tyrannie, rien Mmh. à voir, et que Rien à le voir, en monarque, effet. aussi absolu qu'il était à l'époque, avait beaucoup moins de pouvoir que Macron aujourd'hui. Et donc, on voit qu'il y a comme ça des distorsions et des renversements de compréhension qui sont absolument fondamentaux, et avec comme conséquence, ça c'est ma préoccupation en tant qu'anthropologue, qui est comment peut-on penser correctement le réel quand on est imprégné de représentations aussi distordues et aussi fallacieuses. Alors c'est vrai de l'histoire ancienne, mais c'est vrai de l'histoire récente. Mon intuition à ce stade, mais il y a des faisceaux d'indices qui convergent, est que toute l'histoire qu'on croit être vraie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale est probablement elle aussi complètement fausse. Alors, j'ai préfacé un livre d'Ariane Biran qui s'appelle L'Internationale nazie, dans lequel elle reprend, c'est un tout petit fascicule, mais dans lequel elle reprend une hypothèse de Hannah Arendt qui, en 1945, avait mis en garde en disant attention, nous avons l'impression que les nazis ont été vaincus, mais l'Allemagne a été défaite, et il n'est pas impossible que la nomenclature nazie ait accepté de sacrifier l'Allemagne pour pouvoir s'arroger un pouvoir planétaire à partir du constat que depuis l'Allemagne, il ne pouvait pas conquérir le monde. Et on sait, alors il y a eu l'opération Paperclip de recyclage des scientifiques, mais ça va beaucoup plus loin. Tout l'état-major de l'OTAN a été habité par des anciens membres de l'état-major nazi. On sait que le premier commissaire européen était un ancien nazi. On sait que Kurt Waldheim, à la tête de l'ONU, était un ancien nazi, que un des premiers responsables de l'OMS était un ancien nazi. Et donc on voit qu'il y a comme ça une prégnance de cet héritage qui se trouve à beaucoup d'endroits. Madame Ursula von der Leyen, c'est pas être germanophobe, je suis germanophile et germanophone, mais présente toutes les caractéristiques de la petite teigne nazie apparatchik typique du système. Et on voit d'une part que les institutions européennes sont complètement corrompues, qu'elles vont à l'encontre de la détermination des populations, c'est-à-dire qu'elles déploient un projet qui n'est pas celui que les populations veulent, et que dans les faits, les institutions européennes sont en train de réaliser un nouveau fascisme européen, et je le dis certainement pas comme une injure, mais comme un terme de philosophie politique. Mussolini définissait lui-même le fascisme comme étant la collusion entre l'État et les grandes entreprises. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, à bien des égards, cette nouvelle Europe ressemble à un quatrième Reich sous la domination américaine. Et donc, on voit qu'on est effectivement dans une réalité qui est extrêmement éloignée de la narration qu'on enforce encore et encore. Et puis, avec un ensemble de questions en cours de route, on sait toutes les incertitudes qui subsistent quant à l'assassinat des frères Kennedy. Je rappelle cette anecdote qui est vraiment croustillante. Un juge, ami de Donald Trump, lui a posé la question, mais alors que tu t'étais engagé à diffuser les 6000 pages de documents qui sont encore protégés, alors que tous les délais ont expiré et que plus personne de vivant à l'époque n'est vivant aujourd'hui, donc il n'y a plus personne à protéger, comment se fait-il que tu ne les aies pas diffusés? Et Trump lui a répondu, littéralement, si tu savais ce qu'il y a dans ces pages, tu comprendrais pourquoi je ne les ai pas diffusées.
Et en ce qui me concerne, je vais continuer à me faire des amis, mais l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle, probable, il n'y a pas de preuve, mais c'est que c'est Israël qui s'est occupé de ces doubles assassinats, notamment parce que John Kennedy était totalement opposé au développement de l'arme nucléaire et qu'il a fait pression sur Ben Gourion, et on a aujourd'hui un ensemble d'indications. Et franchement, à part ça, je ne vois pas quelle explication justifierait le fait qu'on continue de cacher la vérité à la population. On sait toutes les incertitudes qu'il y a autour du 11 septembre. Alors, je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que le rapport d'experts qui a été produit n'est pas crédible. Comme le rapport d'experts sur l'assassinat de John et de Robert Kennedy ne sont pas crédibles. En ce qui concerne Robert Kennedy, donc le père de l'actuel candidat à la présidence américaine, je rappelle que les bandes sonores révèlent 13 coups de feu, qu'il y avait des impacts de balles dans son dos, alors qu'il n'a jamais tourné sur lui-même, et que Shiran, qui est l'assassin désigné, qui est encore en prison à l'heure actuelle, n'a tiré au plus que 6 coups de feu. Donc il y a des invraisemblances qui imprègnent, ces rapports sont truffés d'invraisemblances, et si on nous cache de manière aussi obvie le fin mot de l'histoire, c'est bien parce qu'il y a des choses très embarrassantes qui resteraient à comprendre. Donc j'ai l'impression qu'en Occident, alors tout ce que je viens de nommer, ce sont du constat d'incohérence et des hypothèses qui, là encore, dont il est important de ne pas les exclure. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'Occident est finalement à la veille d'ouvrir les yeux sur le fait que le monde dans lequel nous croyons vivre n'a rien à voir avec celui qui nous est dit, et ce qui rejoint bien sûr ce que Edward Snowden avait dit après avoir révélé la surveillance massive dont nous sommes l'objet, en disant vous ne vous rendez pas compte à quel point il est difficile de faire comprendre ces réalités à des gens qui n'ont aucune conscience de vivre dans le mensonge. Et Le voilà, je dirais que pour moi, c'est un peu le mmh, mouvement, un peu, le moment un peu vertigineux dans lequel nous sommes. Mais je pense que si on tire les bons fils, ça peut nous conduire très très loin. si vous voulez, le moi, je comment je vais vous dire ça? Moi, je comprends tout à fait, parce qu'il y a une base, où là où nous sommes d'accord, c'est qu'il y a il il y a en tout cas, un retard terrible, ne serait-ce que sur les autorités intellectuelles de particulièrement France Université, de mettre à jour certains logiciels, particulièrement toute la guerre froide. Il suffit de voir un manuel de War Studies, de Cold War Studies aux États-Unis, d'en voir un en France pour voir que la France a 35 ans, 40 ans de retard. Et c'est l'exemple que je donne le plus souvent, c'est le massacre indonésien un des communistes indonésiens, c'est 3 millions de morts. Bon, tout le monde s'en fout parce que alors qu'en fait, ce sont des gens qui ont été pris au hasard, et on le sait très bien, il y avait pas 3 millions de communistes, face aux autorités indonésiennes, c'était faux, mais c'est pas grave, c'était pour que l'Occident prenne l'Indonésie, nouvellement indépendante des Pays-Bas, comme un pays crédible. Donc, petit à petit, il y a toute une légende de la guerre froide qui est à déconstruire. À titre personnel, les exemples que vous donnez, bon, moi je n'ai pas d'éléments, moi, je n'ai pas d'éléments qui me font pencher sur ces thèses-là. Mais je pense qu'il est important que vous puissiez que ces doutes puissent être exprimés, que vous puissiez les exprimer. D'ailleurs pour ça que je dis ça pour, les flics qui ne manqueront pas de regarder cette vidéo, c'est pour ça que je vous laisse les dire ici. Moi, en tout cas, il y en a certains que je ne partage pas, particulièrement les affaires Kennedy, parce que le problème, c'est que là, pour le coup, autant le rapport Warren pose de véritables problèmes. Il y a la théorie de la balle magique, n'importe qui a fait de la balistique, c'est que tirer une balle à rebond avec un carcano, ben si vous voulez, là on défie quelque chose qui est simple, qui s'appelle les lois de la physique, donc qui sont difficiles à dévier pour un tireur du dimanche. Ce que n'était pas tout à fait Oswald, mais qu'il était hors portée. Donc il y a bien un problème sur cet état de fait. C'est d'ailleurs l'avis
de la plupart des historiens américains aujourd'hui. C'est l'avis du clan Kennedy pour les membres survivants. Donc, à titre personnel, je n'ai pas d'avis sur la question. Je dis juste qu'il y a, d'ailleurs, à une époque, on pouvait dialoguer de ça très librement. Je rappelle que l'un des succès du cinéma, je crois, de 1994 est le film JFK, qui porte sur ces questions fait par Oliver Stone. Donc le cinéma a pu se poser ces questions. Aujourd'hui, de toute façon, et c'est là où aussi pourquoi je vous laisse émettre ces doutes pour certains que je ne partage pas, mais qui ont le droit absolu d'être formalisés, c'est que l'Occident aujourd'hui, c'est pas que l'Occident ne donne plus de réponses, c'est qu'en Occident, il n'y a plus le droit de se poser des questions. Ce qui est une véritable révolution historique, parce que ça a été la civilisation du doute, quoi qu'on en pense, et y compris dans les périodes qui ont été. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est le procès de Galilée. Le procès de Galilée, c'est un procès en droit d'auteur. Ce n'est pas un procès sur est-ce que la Terre tourne ou pas, c'est un procès sur l'imprimature religieuse. Et je dis ça, je suis non vaticaniste pour une raison qui est très simple, c'est que je suis non catholique. Donc je ne défends personne dans l'affaire. Je dis juste que la rigueur historique fait que Galilée n'a pas subi de persécution. Or, il a utilisé l'imprimature pontificale, il n'y avait pas droit. Or, le problème, c'est que même dans ces époques-là, l'Occident posait des questions. Aujourd'hui, aujourd'hui, on appelle la police. Et je le dis sincèrement, ça aide le fait que beaucoup d'esprits aujourd'hui ont une conception policière de l'histoire. Ce terme que je préfère de loin au terme de complotisme, qui est un terme qui pour moi n'a pas de sens. Mais en interdisant certaines paroles, l'Occident a pu avant tout multiplier, certes certains malveillants qui posent des questions de manière malveillante, ça existe, tout existe, mais il a surtout multiplié des gens honnêtes pour la plupart d'entre eux, qui aujourd'hui ne croient plus aux paroles qu'on leur donne, tout simplement parce que trop de gens ont trop menti. C'est, si vous voulez, moi, sans en partager, je comprends que certaines personnes le croient, en tout cas. Donc, ce sera le dernier point. Est-ce que vous pensez que grosso modo, pour vous, finalement, qu'est-ce qui reste dans votre vision du monde, qu'est-ce qui reste aux populations de possible ou de faisable? Bah, je dirais, je suis assez maffezolien. Vous connaissez mon admiration pour le travail de Michel Maffezoli, qui a d'ailleurs accepté avec Hélène Stroll de postfacer mon ouvrage. C'est que, alors, mais peut-être qu'on peut faire le lien avec le sujet que nous venons d'aborder. Vous voyez, moi, ce qui m'intrigue toujours, ce sont les sujets sur lesquels on refuse qu'il y ait une transparence. Alors oui, il y a l'histoire de la balle magique, mais il y a surtout 6000 pages de dossiers qui auraient dû être déclassifiés selon Oui, les tout à délais fait, légaux et qui sont retenus tout à par fait. Joe Biden. Et si c'est retenu, c'est qu'il y a une raison qui justifie que ça soit retenu. S'il y avait rien de particulier dans ces dossiers, on les ferait circuler. L'affaire Epstein, on sait qu'il y a des centaines des plus puissants personnages en Occident qui ont été violés des enfants en étant filmés par le Mossad et la CIA. Ça, c'est établi. Il n'y a pas eu une poursuite qui a été diligentée contre qui que ce soit. Et on voit aujourd'hui dans nos sociétés comment tout l'establishment de nos pays refuse d'aller dans certaines prises de position qui seraient naturelles simplement au regard du droit et de l'éthique
parce qu'il y a certains intérêts qui, tiens, sont les mêmes. Donc, je dirais que moi, c'est ce système, vous voyez, de peur, de silence, de Mmh. terreur, Oui, je d'interdit, comprends. qui me questionne en tant que tel, sans préjuger éventuellement du fin mot d'histoire, parce que dès lors qu'on ne sait pas, tout ce qu'on peut dire est spéculatif, donc il faut rester prudent. Et Mmh mh. donc, j'observe qu'il y a cette crispation, et puis, comme Michel Maffezoli le dit si bien depuis un certain nombre de décennies, ce décalage totalement caractéristique des moments de décadence, de fin d'époque, entre la puissance populaire et le pouvoir des élites. Et dans une époque qui est vivifiante, qui marche bien, j'ai envie de dire, comme c'était le cas dans l'idéal démocratique en Occident, et quand la démocratie représentative fonctionnait à peu près correctement, il y a un alignement de la puissance populaire et des élites au Mmh. pouvoir. Et dans les moments de décadence, les élites ne servent plus que leurs propres intérêts ou des intérêts cachés, et la population n'est pas dupe. Elle se rend bien compte que ça ne joue pas. Donc, si on interrogeait, si on sondait aujourd'hui l'opinion publique française sur la réalité de la confiance qu'elle accorde aux élites, ben on le sait. Il y a un sondage qui montrait que 87% des Français adhèrent à la proposition. La plupart des élus sont corrompus. Mmh. Oui, oui, c'est La le confiance en la presse est autour de 27%, donc il y a encore 27% de naïfs qui croient les bêtises qu'on raconte dans les journaux et sur les antennes. c'est l'un des taux les plus bas de l'ensemble de l'Occident. Voilà. Donc, si vous voulez, la population, et là vraiment, je crois qu'il faut écouter Michel Maffezoli, n'est pas dupe. Elle se rend compte qu'elle n'a pas les moyens de s'opposer. Et d'ailleurs, c'est un des motifs très saillants de la période récente, c'est que sous Macron, tous les procédés dont la population pouvait faire usage pour faire reculer le gouvernement ont été mis en échec. Normalement, en France, quand vous avez 3 millions de personnes dans la rue qui manifestent contre, par exemple, le régime de réforme des retraites, le gouvernement fait marche arrière. Mitterrand, 1 million de personnes défendant l'enseignement privé, il a fait marche arrière. C'est comme ça que ça marche dans une vraie démocratie. C'est qu'il y a des moyens de faire pression pour faire évoluer les choses, ou le recours au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, mais ils sont tellement corrompus aujourd'hui, ils sont tellement alignés sur l'intention de l'exécutif, que dans les faits, on est déjà dans une défaillance constitutionnelle majeure. Et selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, il n'y a plus de constitution en France. Quand il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de constitution. Et vous savez, c'est un petit exemple autour du Covid, mais que Maître Brouza, dans son livre, a expliqué que les procureurs en France ont reçu des ordres de ne pas instruire les plaintes pénales contre les responsables politiques en lien avec la gestion du Covid. Mmh. Donc, Oui, oui, donc ça voilà, c'est qu'on est dans cet effondrement. Donc je crois qu'il faut prendre acte du fait que nous sommes dans une phase terminale de décadence et que la bonne nouvelle, c'est que selon toute bonne logique, et c'est mon espérance, on va vers un effondrement de ces systèmes qui sont juste devenus non viables, pour reprendre votre mmh. terme. Et d'ailleurs, un des marqueurs de la décadence, c'est la chute de la démographie, et notamment à partir de cette idéologie terrible que les gens n'ont plus envie de donner naissance à des enfants dans ce monde-là. Mais on se rend compte de l'abomination anthropologique que ça représente. Mmh. Donc, moi, je crois que il faut faire confiance au fait qu'on est dans un changement d'époque, qu'il y a un renouvellement qui est en cours. Et ce que j'avais vu, j'en terminerai avec ça, dans mon propre domaine de la santé, c'est qu'au fond, dans les 2 décennies qui ont précédé la crise du Covid, il y avait eu des avancées majeures en direction de la médecine intégrative, de la prise en considération de l'entier de la vie du patient, de la relation entre le médecin et son patient. On mettait de l'acupuncture, recours aux huiles essentielles et aux tisanes qui parfois sont très efficaces pour certains maux, la méditation, la pleine conscience. Vous voyez, il y avait une ouverture du monde médical qui, au fond, reconnaissait les limites de ces savoirs techniques, qui sont très réels et très valeureux à beaucoup d'endroits, mais qui connaissent des limites et qu'à cette limite, il fallait s'ouvrir à autre chose. Mmh. Et donc cette évolution vers un monde plus complexe, plus posé, moins dogmatique, moins idéologique me semblait être en train de se produire. Et là, c'est comme si on a un grand coup d'arrêt ou un retour en arrière pour empêcher cette évolution. Parce que si Mmh. cette évolution se poursuit, tout le système hyper pyramidal, hiérarchique et autoritaire de la technostructure et de l'idéologie moderne ne pourront pas perdurer. Et donc,
crois qu'on peut faire confiance dans le fait que ça se passera, mais c'est vrai qu'être autant privé des moyens d'action habituels, y compris désormais pour un expert comme moi, la possibilité de m'exprimer dans les médias mainstream, c'est assez impressionnant, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un travail très délibéré de fermeture, d'endoctrinement, de propagande. On en est là, mais en ce qui me concerne, je trouve qu'il faut continuer à agir. Et notamment, alors ça, beaucoup de dissidents célèbres l'ont souligné, que dans des périodes comme celle-là, il faut faire vivre notre culture. On voit comment le projet européen est en train d'essayer de déchristianiser nos sociétés et puis de détruire la culture dans son ensemble. Quand Mmh. Macron dit il n'y a pas de culture française, on voit le travail de destruction dans lequel nous sommes et à l'inverse. Il faut faire vivre cette culture de toutes les manières possibles et imaginables, parce que, comme l'a aussi montré Maffezoli, ce n'est qu'en puisant dans ces traditions, dans un enracinement dynamique, que nous pouvons trouver un chemin vers l'avenir, mais en tout cas pas en ayant renié ou en nous étant coupés de nos racines. Cher Jean-Dominique Michel, merci beaucoup et je ne peux que renvoyer à vos ouvrages qui est au dernier, qui est et aux éditions, rappelez-moi, c'est Marco Pieter, la collection Résurgence. la collection Résurgence. Le, et je vous remercie de cet entretien décoiffant et je renvoie évidemment également à votre chaîne. Tous les liens seront en description. Merci à tous. Pour nos amis qui nous suivent du Cercle Aristote, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir. Toutes les modalités sont dessous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel entretien. Jean-Dominique, merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, Pierre. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.